Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui me tient énormément à cœur. Je suis avec Diego Courtois qui a écrit Tilden, tout simplement, sobrement. Diego, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Quel bonheur ce livre, tu me l'as envoyé. Alors moi, ça fait partie des avantages que j'ai en faisant cette activité, c'est que je reçois des ouvrages magnifiques. Il y en a un derrière là qu'on peut voir, tu sais, iconique. Ouais, je le vois très bien. Très, J'ai très beau. iconique Roger devant moi aussi qu'il faut que je mette sur la petite étagère. D'accord, ouais, tu vas voir le trio parce qu'il y en a un troisième qui va sortir, je crois, sur Joko un jour. Ah, c'est Forcément. possible. Possible. Ouais, c'est sûr. Et vraiment, ton bouquin, tu vas nous expliquer, tu vas nous en parler, mais moi, il fait partie des must à lire, un peu comme celui d'Agassi. Je me suis presque, ou vraiment pas loin, autant régalé, alors que Bill Tilden, sur le papier, je le connais beaucoup moins. Alors, Ouais, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes qui tu es, Diego, d'où sors-tu, et pourquoi être parti sur l'ami Bill Tilden? ouais, bien sûr. Merci, Max. Bon, bah écoute, moi j'ai 37 ans, j'écris depuis que j'ai 18 ans. Donc voilà, je me suis lancé dans pas mal de manuscrits. J'ai écrit déjà deux romans, dont un qui normalement devrait bientôt voir le jour. Publié. Et puis ça, c'est Tilden, c'est mon premier roman publié. C'est une histoire que j'ai découverte un peu par hasard en lisant un livre d'Éric Vuillard qui s'appelait L'Ordre du jour, qui a été lauréat du Goncourt il y a 6 7 ans. Et Éric Vuillard est un historien de formation et il t'explique dans son livre, il te raconte une scène notamment avec Churchill, pardon, voilà, à l'aube de la guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre. L'ambassadeur allemand est chez Churchill et puis il discute de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, il discute de Wimbledon et puis il parle de ce joueur-là, de ce Bill Tilden. Et moi, bon, ça, c'est vraiment trois phrases hein, dans le livre. Et il revient deux, trois pages plus loin, pareil, deux lignes aussi sur lui. Mais je sais pas, son nom me frappe parce que ça me dit rien du tout. Pourtant, je suis quand même un gros fanat de tennis. Et j'ai commencé un peu à chercher et je me rends compte que je connais absolument rien sur cet homme, mais que le peu que j'en ai, il est absolument exceptionnel. Et en fait, Tilden, qui est cet homme? Tilden, c'est un journaliste dans les années 20 à l'époque où le sport est encore amateur et on est encore à ses balbutiements, et qui va en devenir la figure emblématique, mais une figure emblématique qui va s'éterniser et durer pendant quasiment plus de 2 décennies, c'est-à-dire qu'il va être le Roger Federer pendant 25 ans de l'ère pré-Open, au point d'être invité un peu partout dans le monde, là où le tennis commence enfin à émerger et à plaire, en Europe notamment, mais pas que, puisque Tilden est américain au départ. Et il va y voyager partout, il va être invité partout pour justement faire part de son talent, mais il peut pas en vivre. Donc il doit se lancer dans plein de choses. Il est journaliste, et il voudrait être écrivain, il se rêve être un grand comédien. Et donc voilà, c'est l'ambiguïté de cet homme qui est un joueur de tennis absolument fabuleux et qui va être reconnu comme tel, mais qui peut pas en vivre et qui va devoir du coup se lancer dans plein de projets en parallèle. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est déjà ton style d'écriture. Je le trouve Merci. vraiment très bon. Tu nous fais voyager dans le temps. C'est élégant, c'est doux, c'est imagé. C'est vraiment félicitations pour ça. Évidemment, ce que j'adore, c'est apprendre des choses sur ce sport, le tennis. Et là, non seulement tu nous fais apprendre des trucs, mais tu nous fais un vrai cours d'histoire au passage, parce que c'est des périodes un peu clés. Sur la Seconde Guerre mondiale notamment. Il y a tout un penchant aussi sur comment étaient traités les homosexuels, les Noirs aux États-Unis à cette époque-là, hyper compliqué. On se rend vraiment compte à travers Tilden, qui est donc homosexuel, vraiment la difficulté de la vie et à la fois la chance qu'il a pu avoir d'être béni des dieux avec les Effectivement, petites ouais. fées qui se sont penchées sur son berceau, un peu comme Roger au niveau du talent. Ça nous permet de faire le lien avec les mousquetaires, euh, Suzanne Langlaine, enfin incroyable. Moi, je ressors de ce bouquin en me disant, c'est fou, j'ai l'impression de mieux connaître mon sport, de mieux connaître le monde et d'avoir voyagé et d'avoir kiffé. Et là, je sais pas si on voit, mais j'ai eu pas mal de déplacements. Le bouquin a vécu déjà. Et vraiment, merci.
Merci, Non, merci. mais je t'en prie, merci à toi. Non, ce qui est vrai avec l'histoire de cet homme, donc faut le dire, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui a vraiment marqué de son empreinte ce sport et qui l'a fait naître, hein. Le tennis est devenu professionnel parce que des joueurs se sont dit que Bill Tilden avait pu en vivre. C'est la première personne qui arrive à vivre du tennis et qui va en faire une industrie, qui va en monter une entreprise et qui va être très très lucrative. Et c'est là où les gens vont se dire, mais en fait, on peut vivre du tennis et on peut en vivre très, très aisément. Et effectivement, ce qui est intéressant chez cet homme-là, c'est que il est homosexuel. Il le revendique pas parce qu'on est à une période où, évidemment, notamment aux États-Unis, l'homosexualité est réprimée très, très fermement. Et donc, ce sont des choses qui cachent ou en tout cas qui n'affichent pas. Mais il ne nie jamais, en fait. À chaque fois qu'il va être accusé d'homosexualité, il ne le nie jamais. Il essaie de contourner un peu ces problèmes-là. Et ce qui va justement, effectivement, comme tu disais, le sortir un peu de toutes ces difficultés, c'est son talent à manier une raquette. Il est tellement exceptionnel, il gagne tellement tous les tournois auxquels il participe. Et effectivement, comme on est dans une période de vie quand même très lointaine, hein, même si ça fait moins d'un siècle à peine, mais c'est finalement assez lointain. C'est quelqu'un qui va voyager pendant 3 semaines en bateau pour aller jouer Wimbledon, qui va voyager comme ça des mois et des semaines pour aller jouer un tournoi, et il n'est pas payé pour ça. Donc, il va falloir qu'il trouve des mécènes, il va falloir qu'il écrit des articles en parallèle. Et en fait, il est tellement fantastique sur un cours, il ne perd tellement jamais que les gens vont commencer à l'aduler. Et c'est vrai qu'il traverse comme ça toute la première partie du XXe siècle, au point que la Associated Press, qui est la grande confédération de journalistes qui existe depuis quasiment 200 ans maintenant, va les lire comme le plus grand sportif de la première moitié du XXe siècle, là. Et très loin devant beaucoup d'autres sportifs, parce qu'il aura eu une influence qui est absolument gigantesque, et c'est lui qui va faire émerger le tennis partout dans le monde. Ça, Ouais. c'est une Alors, certitude. tu dis qu'il perd quasiment pas. Bon, on va pas spoiler tout le bouquin, mais il y a quand même un des mousquetaires assez atypique et je crois qui est pas le plus doué, c'est René Lacoste, qui arrive avec sa tactique à lui, qui est de prendre des notes, d'analyser le jeu, de tout décortiquer. Il arrive à le faire déjouer et de temps en temps à le battre. Et Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant quand on est vraiment français, qu'on aime l'histoire du tennis d'un point de vue français, c'est que les premières personnes qui vont mettre fin à l'hégémonie du Bill Tilden sont les mousquetaires. Et ouais, les mousquetaires sont un peu nés aussi et se sont constitués à quatre pour justement essayer de le battre en Coupe Davis, parce que pendant 7 ans, les États-Unis gagnent la Coupe Davis chaque année parce que Bill Tilden est là et que de toute façon, il ne perd pas. Et tout alors il y a les Français, mais les Pays-Bas, les Anglais, les Australiens, tout le monde va essayer de renverser cet homme-là. Et les mousquetaires vont être les premiers à y parvenir. Effectivement, Lacoste, qui est très méticuleux et qui note absolument tout ce qu'il peut connaître sur le tennis et qui va lire Bill Tilden. Parce qu'il faut dire quand même, faut aussi le rappeler, c'est que Bill Tilden est un joueur de tennis, mais c'est un penseur de son sport. C'est-à-dire que à l'époque, ce sport n'est pas encore très connu, hein, on l'a dit, et lui, il va l'intellectualiser. Il va en rédiger des grands principes. Il va écrire 3, 4 livres sur le tennis qui vont avoir un succès fabuleux à l'époque, hein, au point que certains joueurs de tennis de l'ère Open, je pense à John Newcombe par exemple, qui a gagné Wimbledon, qui a été numéro un pendant plusieurs années. À la sortie d'un grand chelem qu'il avait gagné, on l'avait interrogé. Il avait dit comment, on lui a posé la question comment est-ce qu'il avait appris à jouer au tennis. Et il avait répondu bah, parce que j'ai lu les livres de Bill Tilden. Et en fait, à l'époque, les livres de Bill Tilden, effectivement, il est tellement fort que ces livres se diffusent un peu partout et on apprend ce que c'est que le tennis, comment se joue ce sport. Alors, il y a des conseils qui prodiguent qui sont complètement farfelus, hein, parce que Tilden, c'est aussi un grand fumeur. ah C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fume avant de rentrer avant de jouer son match, quoi. Donc c'est évidemment à une période 100 ans plus tard, on se dit mais ce type est complètement fou et c'est vrai qu'il a ses mimiques, il a ses habitudes, si tu veux, qui sont complètement déconnectées de ce que peuvent être un véritable sportif aujourd'hui. c'est une des pubs qui m'avait marqué parce que ça a été un des premiers à être égérie pour des marques. Et je crois que c'était donc avec Lucky Strike dont il était ambassadeur. La pub, c'était fumer avant votre match est la meilleure chose que vous pouvez offrir à votre gorge. Un truc comme ça. Ouais, non, mais c'est bon, C'est merveilleux.
Ça, c'est le marketing, le marketing Il y a de la 100 ans. grande industrie de tabac, ça, ils savent faire. Mais c'est vrai que du coup, Tilden était de toute façon un grand fumeur. C'était effectivement Lucky Strike, il a été égérie Lucky Strike et il a fait énormément de pubs pour eux. Et de toute façon, il avait pour habitude, on le voyait toujours fumer avant de rentrer jouer son match. Ça, c'était une habitude. Et il disait pareil que lui, ce qu'il aimait avant de jouer un grand match, c'était de manger à quelque chose de bien lourd, donc un rôti de porc ou du poulet avec des frites, quoi. Qui est Très bien. généralement peu déconseillé maintenant, mais Oh, ça. Et alors, il y a ouais. une histoire dans l'histoire aussi qui est la création de la fédération américaine avec Mike Myrick, hein, c'est bien ça, Tout à euh, fait, ouais. qui est missionné par le président lui-même des États-Unis, alors que Myrick n'y connaît absolument rien au tennis. Il prend son bâton de pèlerin, il ouvre un peu la voie et ils vont se renvoyer la balle, pas toujours de manière très simple et très saine avec Bill. Mais j'adore ce personnage en parallèle. Et, euh, et alors, tout n'est pas tout rose pour l'ami Bill parce que il a une personnalité assez autodestructrice aussi, qui peut être très dépressive. Il est hyper pote avec Charlie Chaplin, qui le tient parfois la tête en dehors de l'eau. Mais qu'est-ce que tu penses de ce côté assez sombre qu'il peut avoir? Il a dû déprimer en tout et pour tout, je sais pas, 10, 15 ans de sa vie peut-être, non? Un truc comme ça, c'est Ah bah, de toute étonnant. façon, Tilden, un immense dépressif. C'est aussi un grand enfant, c'est-à-dire qu'il c'est quelqu'un de très caractériel, qui se comporte, oui, qui se comporte vraiment comme un enfant, c'est-à-dire qu'il supporte pas qu'on lui dise non. Il est persuadé qu'il a un ego qui est surdimensionné. Il est persuadé d'être un grand génie au-delà du tennis, hein, et c'est ça qui est assez paradoxal dans son histoire. C'est-à-dire que lui, il aspire à devenir un très grand acteur, comme effectivement, un de ses très bons amis, Charlie Chaplin, qui va à chaque fois qu'il sombre, Charlie Chaplin va l'aider à s'en sortir, et va même lui payer parfois ses voyages pour qu'il aille jouer à Wimbledon et qu'il aille se requinquer un peu, parce que tout ce qu'il essaye par ailleurs dans le domaine de l'art, de la culture, va s'avérer un échec culturel, public, et généralement un échec financier colossal. C'est-à-dire qu'il va perdre des fortunes et des fortunes folles dans les projets dans lesquels il va se lancer. Mais parce qu'il est persuadé d'être un grand génie qu'il n'est pas, si ce n'est avec une raquette. Donc c'est Combien de temps t'as et, mis pour écrire et- ce bouquin? Pardon. j'ai mis, ça a été long parce que ce qui est assez troublant avec cet homme, c'est qu'en fait, il a été un marqueur absolument colossal entre les années 1920-1950. Hein. C'est vraiment la référence de tous les sports et du tennis en particulier. Mais il y a peu de choses qui existent sur lui. Hein. C'est très étonnant. Moi, j'ai même été à chaque fois que j'écrivais sur ce livre, je me disais, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'informations sur cet homme-là? qui, euh, qui d'ailleurs, enfin, il faut savoir que Bill Tilden, il a remporté, grosso modo, il a quand même un palmarès qui frise, qui avoisine celui de Federer ou de Nadal ou Djokovic. Hein. C'est colossal ce qu'il a pu gagner en grand chelem, en simple, en double, double mix, etc. Il va être radié de tous les tournois, donc ça, je ne le révèle pas pourquoi, mais effectivement, et de toute façon, sa vie n'est faite que de haut et de bas. Et quand il va très bas, il sombre complètement. Donc c'est un homme c'est un homme qui est touchant parce qu'effectivement, il a énormément de failles et il se pense très fort et en fait, il ne l'est pas du tout. Et effectivement, il est obligé de cacher en plus son homosexualité. Donc, il est obligé de refouler ce qu'il est lui-même. Hein. J'imagine que ça devait être insoutenable à vivre de temps en temps. Donc, c'est une vie qui est quand même assez palpitante, quoi, j'ai souvent fait le parallèle. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, un homme qui a le palmarès d'un Djokovic, aujourd'hui, comment tu pourrais décrire la vie de Djokovic? Bon, ben, on la connaît, la vie de Djokovic, elle est tellement fournie de renseignements, hein, mais de toute façon, leur vie à ces étoiles-là du tennis, c'est tennis, 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 tennis tout le temps. Et Bill Tilden, c'est tennis, mais en même temps, comme il peut pas en vivre, il est obligé de faire plein d'autres choses. Et c'est ça qui est assez intéressant dans cette vie pré-open, en fait. C'est que les gens qui font du tennis, ils peuvent pas en vivre, ils doivent faire autre chose. Et du coup, voilà. Alors, il y en a qui ils jouent contre des gens qui sont héritiers des fils d'héritiers et qui, de toute façon, ne travaillent pas. Mais lui, il est obligé de travailler. Et donc, ouais, ce que je vois là, 21 titres du Grand Chelem en simple.
double et double mixte, dont le record de 16 titres à l'US Open. Et c'est une époque où tous les tournois quasiment étaient sur gazon. Même en Tout à Garros, fait. était sur gazon. J'ai vraiment découvert plein de trucs. Et Mm. donc, tu disais que tu avais romancé ce bouquin parce qu'il y a très peu d'infos sur lui. Donc, tu as été à certains moments obligé un peu de laisser ton imagination parler, c'est ça? Bah, un petit peu, parce que c'est vrai que j'avais beau essayer de recouper, de recoller un petit peu les morceaux avec toutes les bribes d'histoire, d'informations que j'arrivais à retrouver, même si j'entrecoupais tout ça, je voyais bien qu'il y avait il y avait des pans entiers de sa vie qui restaient un mystère. Et donc, il fallait que je raccroche un petit peu tous les wagons. Et j'imagine la vie voilà, la vie qu'il avait pu avoir à cette époque-là, enfin, qui avait été la sienne. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi beaucoup de travail de recherche sur cette période qu'il traverse, hein, donc les Roaring Twenties, les années 20 aux États-Unis, avec l'essor comme ça de grandes figures artistiques, l'essor du tennis. Et puis, il traverse quand même toute la période de la montée du fascisme en Europe. Les Européens vont être des grands amateurs, des grands fans de Bill Tilden, hein. La France et les mousquetaires, on en a parlé, se sont constitués pour mettre fin à sa domination. Mais il serait pas faux de dire que Roland Garros est né pour que la Coupe Davis se joue en France et que les Français battent Bill Tilden, hein. C'est une certitude. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, comme tu le disais, tous les terrains tout se joue en herbe. Et en fait, Roland-Garros, ça va faire partie des premiers tournois. Alors, je suis pas historien, donc je voudrais pas te dire de bêtises, mais ça fait partie quand même des très grands tournois qui vont essayer de changer un petit peu cette philosophie-là et faire jouer les joueurs sur d'autres surfaces. Il y a un passage là j'avais noté, je me demande s'il est romancé celui-là ou pas. C'est à Mhm. Roland-Garros, il me semble, euh, 15 minutes avant le début retardé du match. On voit Tilden apparaître, raquette à la main, après être passé en vitesse à son hôtel, récupérer ses affaires, escorté par une centaine de supporters, lesquels spectateurs perturbent encore le démarrage du spectacle, regrettant, étant donné tout le chemin parcouru, qu'il n'y ait pas même une petite place pour eux. Bill Tilden se plaint lui aussi, exigeant qu'on change de cours, car celui-ci est trop petit. Et ce n'est qu'à la suite d'un long conciliabule que Bill accepte finalement de débuter la partie, après qu'on a, sous le consentement des autorités, réinvesti les arbres dans le calme Ouais. et l'ordre. Et donc, 2 heures plus tard, en plein match, il se rend compte d'une énorme supercherie. Balle de match servie au thé sur deuxième balle, et pourtant jugé faute par le juge de ligne que Bill, malgré la casquette enfoncée sur la tête et la visière baissée sur l'arête du nez, quasi méconnaissable, reconnaît soudain. Tilden hurle au scandale en se ruant au filet, vociférant contre l'arbitre de chaise et insultant tout le public avec lui. On ne saisit d'abord rien de ce qu'il dit, l'étranger, et il ferait bien d'articuler un peu mieux et de parler français au lieu de beugler. Puis on comprend vite qu'il ne cesse de pointer d'un index menaçant le juge qui vient de le désavouer. Il s'avère que c'est Henri Cochet, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'était Ça, c'est une histoire, déguisé. ouais, ouais. C'est vrai, comment tu as découvert un truc pareil? En gros, Cochet s'est déguisé pour gruger l'ami Tilden. Ouais, bah en fait, c'est pour le coup, ça fait partie lorsque Roland Garros est construit, le premier tournoi qui va s'organiser, donc ce sont les internationaux de France à l'époque, et normalement les étrangers sont pas forcément conviés à jouer les internationaux de France, mais Tilden étant ce qu'il est, lui est forcément convié, d'autant que cette même année, la Coupe Davis ayant été remportée par la France, elle se jouera en France, elle se jouera à Roland Garros, donc les Français, les mousquetaires veulent absolument que Tilden puisse s'exercer sur cette nouvelle surface qui est la terre battue, etc. Et donc, ils organisent les internationaux de France et Tilden, comme d'habitude, va écraser un peu tout sur son passage. Il va se retrouver en finale contre Lacoste. Et le jour de la finale, effectivement, comme Roland Garros n'est pas complètement terminé, il joue sur un cours qui n'est pas le cours principal. Et du coup, il y a pas, et le public il peut pas accueillir tout le public qui souhaiterait pas assister à la rencontre. Et Tilden va essayer de négocier pour que effectivement les arbres qui entourent le stade bah, puissent être investis par les spectateurs et puis qu'ils puissent quand même regarder le match un petit peu. Et donc, et ça, c'est une histoire vraie. Et c'est vrai que pendant ce match-là, Tilden
remporte soi-disant le match. En tout cas, il sert pour le match. Il a balle de match pour lui. Il sert sur lui estime qu'il sert sur la ligne, sur le T. Et puis et le juge de ligne annonce faute. Et en fait, Bill Tilden reconnaît après 2 heures de match qu'en fait le juge de ligne, c'est Henri Cochet, qui est un des mousquetaires qu'il a battu 2 jours plus tôt en demi-finale, quoi, grosso modo. Super Donc chouette. c'est, mais, de toute façon, c'est une époque où le tennis encore est encore en train de se construire, hein, encore en train de se normer. Pendant des années, il n'y a pas de tie-break évidemment. Il y a pas, les balles sont blanches. La couleur jaune arrivera quelques années plus tard. Pendant longtemps aussi, les joueurs changent à chaque mois, enfin à chaque jeu, pardon. Donc en fait, il y a effectivement, il y a encore pas mal de règles qui sont encore à instaurer, etc. Et Bill Tilden, les mousquetaires, vont participer à la construction de ce sport et à sa normalisation, etc. Mais ouais, c'est ça, c'est une histoire pour le coup qui est vraie. Il y a beaucoup quand même de ce que je raconte dans ce livre-là. Je me suis quand même beaucoup inspiré de ce que j'ai pu découvrir sur cet homme, qui sont des faits avérés, hein. Donc il y a beaucoup de choses très fournies. Il y a effectivement des parties un peu romancées. Mais j'ai toujours eu l'impression, quand j'ai écrit ce livre-là, de ne jamais vraiment m'écarter de ce qu'était cet homme-là. Donc, d'avoir toujours été fidèle à ce qu'il avait été et évidemment au palmarès qu'il a eu. Parce que ça, c'est très fourni. Il y a des choses, même si tu tapes sur Wikipédia, tu trouves énormément de choses maintenant sur lui. Et Énormément. son premier passage en Allemagne, où il découvre un peu les joies des festivités, des soirées, des relations sexuelles et tout. Tout ça aussi, c'est avéré ou? Ouais, alors ça pour le coup, c'est quelque chose que j'ignorais totalement, mais c'est vrai que dans les années 20, l'Allemagne et notamment Berlin est en fait un carrefour d'émancipation pour les homosexuels et beaucoup d'homosexuels européens se retrouvent dans la capitale allemande pour vivre leur sexualité comme ils l'entendent. Et Tilden, qui est invité dans beaucoup de pays pour jouer, pour participer à des tournois, va se retrouver à Berlin et il va complètement être interloqué et interdit par tout ce qu'il voit parce qu'effectivement, lui qui est américain, avec le puritanisme américain qu'on connaît, il peut pas s'autoriser à cela. Et au départ, il va avoir un petit peu peur de se livrer lui-même mais il voit qu'il y a une telle décomplexion par rapport à ça il va lui aussi entrer un petit peu dans la danse et profiter de cette euphorie et de cette insouciance allemande qui va être de courte durée, puisque après l'Allemagne, on sait ce qui va lui arriver. Et effectivement, quand il va retourner en Allemagne une dizaine d'années plus tard, avec la montée du fascisme, il va vite se rendre compte que ce qu'il avait vécu dans les premières années a radicalement changé. Hmm, incroyable. Et je me souviens de... Je t'avais posé la question parce on s'est rencontrés à Anglette, on a déjeuné ensemble, c'était hyper cool. Euh, Marion Cotillard qui avait tourné le film La Môme sur Edith Piaf, qui disait quand elle faisait des biopics, je crois que ça lui est arrivé, ou je sais plus, quelqu'un d'autre avait parlé de ça, lorsque il se mettait vraiment dans la peau du personnage et qu'il travaillait le rôle à fond, il sentait une sorte de présence presque mystique de la dite personne. Est-ce que t'aurais pas ressenti le fantôme de Bill Tilden une fois ou deux, Diego? Moi, alors, pour être honnête, en fait, je me suis pas senti habité par le personnage, mais en fait, je l'ai tellement travaillé, j'ai tellement essayé d'épouser un peu sa pensée, ce qu'il avait pu être, qu'effectivement, par moments, c'est pour ça il y a une grande part de fiction aussi, c'est que je savais plus si ce que je disais était ce que je fantasmais, si c'était vrai. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que comme je le disais, c'est quand même un caractère qui est très enflammé hein, et qui peut parfois avoir un caractère de cochon. Euh, voilà, assez puéril par instant. Et c'est vrai que beaucoup de gens, là, il est sorti, le livre est sorti, il est apparu il y a pas, il y a quelques mois à peine, et quelques lecteurs m'ont dit, ah ben, c'est vrai il est quand même assez exécrable, en fait, comme homme. Et moi, c'est pas du tout la façon que j'ai aujourd'hui de le regarder, c'est-à-dire que c'est un homme que j'adore. Je suis amoureux de cet homme. Je sais pas, j'ai vraiment appris à l'aimer et je l'ai tellement suivi. Voilà, j'ai travaillé, ça fait 4 ans que je travaille sur cet homme-là et j'en ai appris à l'aimer, même les mauvais côtés. Et je raconte pas la suite, hein, je vais rien spoiler, mais c'est vrai qu'en plus, il va avoir des problèmes judiciaires. Voilà,
c'est une vie très atypique, Bill Tilden. C'est quelqu'un vraiment. Et je suis quand même très étonné parce que je sais que, bon, pour en avoir discuté avec toi, mais même avec d'autres, hein, c'est pas forcément quelqu'un de très connu. C'est ça qui m'a un peu surpris. C'est que quand tu vois aujourd'hui le palmarès et l'influence qu'il a eu, on pourrait voilà, s'attendre à ce qu'il soit quand même extrêmement connu. Alors. Là, à force d'essayer de promouvoir un petit peu le livre, je me rends compte que les plus érudits de ce sport, bah, ça leur évoque quelque chose, hein, Hmm. pour certains, mais tous me disent oui, ça me dit quelque chose, mais sans plus, quoi. C'est vrai que ça reste. On connaît bien notre histoire nationale avec les mousquetaires, mais c'est vrai que l'histoire du tennis, à travers la vie de Bill Tilden, elle est vraiment très, très riche et très passionnante, quoi. Quand tu vois que les jeunes actuels connaissent Yannick Noah comme chanteur et pas comme Oui, exactement. tennis, Ouais. Dick Tilden il y a 120 ans de plus, ouais, c'est niche cette histoire. Et quand on connaît un peu les enjeux économiques pour une maison d'édition, comment t'as fait pour embarquer quelqu'un dans ce projet-là avec un personnage aussi niché que Monsieur Tilden, quoi. Bah, c'est pas simple parce que je savais très bien que, voilà, moi j'ai écrit ce livre en me disant que ce que je voulais, c'était qu'il puisse plaire au plus grand nombre, c'est-à-dire à ceux qui n'aimaient pas le tennis avant tout, en espérant que ceux qui l'aimaient soient tout de suite accrochés par cette histoire, parce que effectivement, j'y retrace quand même toute la naissance du tennis, son essor, sa mondialisation, etc. Mais c'est vrai que c'était difficile de trouver un éditeur. Après, MVO, qui m'a fait confiance, pardon, eh ben, moi, ils sont revenus très vite vers moi en me disant qu'ils avaient beaucoup aimé. Enfin, leur réponse était très argumentée sur ce qui allait, ce qui leur plaisait beaucoup, ce qu'ils voulaient qu'on améliore, etc. Et puis après, on a eu bah, un travail éditorial pendant 4 5 mois avec des allers-retours, voilà, sur des choses auxquelles moi je tenais, sur lesquelles ils n'étaient pas forcément d'accord. Donc, on a eu un vrai échange sur le sujet. Mais en tout cas, l'histoire, je sais que l'histoire leur a beaucoup plu. Voilà, ils m'ont dit tout de suite, on a été pris par cette histoire. Et c'est vrai que moi-même, en fait, cette histoire, voilà, je l'ai écrite, mais encore une fois, je sais que elle s'inspire beaucoup de sa vie à lui et je pense pas m'être écarté énormément de ce qu'il a pu vivre et moi là chez moi elle a fait mouche tout de suite. Je me suis dit cette histoire elle est dingue au point que je te remercie des compliments que tu peux faire sur le style, mais moi j'avais toujours gardé en tête que ce qu'il fallait pour rendre un peu toute la substance de cette histoire qui est pour moi absolument fabuleuse, c'était que mon style soit un peu en retrait et que c'est son histoire à lui qui devait faire vivre le livre. Et en fait, moi, je trouve qu'il y parvient très bien parce qu'il y a énormément de rebondissements dans son histoire, puisque, enfin, encore une fois, elle est faite énormément de hauts et de bas. Le tennis, ça va être le haut, et puis il y a tout le bas qui est le reste de sa vie, en fait. Et ça te donne pas, parce que tu disais tout à l'heure en intro que tu partais sur l'écriture d'un roman à toi perso, ça te donne pas envie d'embrayer sur un John Newcombe, Roy Emerson ou Rod Laver, Fred Perry Ouais, sur d'autres. Alors, le problème, c'est que ce qui m'a plu aussi chez Tilden, c'est qu'effectivement, il y a énormément de choses qui sont pas très fournies sur cet homme-là. Donc, ça laisse aussi beaucoup de matière à l'imagination, à essayer de créer quelque chose. C'est vrai que aujourd'hui sur les figures, même sur Rod Laver, etc., il y a énormément de littérature sur le sujet qui sont super intéressantes, hein. Donc je sais que je doute pas je pourrais m'y intéresser, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir épuisé un peu mon champ de recherche sur le tennis et aujourd'hui j'ai plutôt envie de me lancer dans quelque chose d'autre, mais pourquoi pas, j'y reviendrai forcément. De toute façon, moi, le tennis. C'est une histoire de famille, hein, le tennis chez nous. Donc, on y joue de père en fils, de mère en fille. Donc, moi, je l'abandonnerai jamais. et J'ai dans quel, perdu un peu de niveau, mais. et dans quel coin de la France, toi Moi, de famille, je suis du Pays Basque. Et puis maintenant, moi, je vis à Paris depuis maintenant très longtemps. Donc, et t'es dans quel club? de tennis? Ouais, la famille a un club attitré ou pas? Ah non, bah nous on est de Saint-Jean-de-Luz, donc nous c'est le tennis club de Chantaco depuis toujours. On joue là-bas depuis, ouais, mes oncles jouaient là-bas, mes grands-parents m'y emmenaient tout petit. Enfin, c'est le club de Chantaco, c'est là-bas que j'ai découvert, que j'ai pris mes premières leçons de tennis. C'est là-bas que j'y retournerai jouer dès que je peux, quoi.
sur les traces de Borotra, hein, c'est lui. De Non, Borotra qui est basse, de René Lacoste aussi. Mon grand-père était radiologue, il a soigné un petit peu Lacoste vers la fin de sa vie, qui vivait dans le coin. Donc, non, c'est une très belle région et c'est une belle région de tennis aussi. Donc, c'est pas Brugnon hein, qui était bas, c'est Borotra, c'est ça? ouais, tout à fait, ouais. Et t'es à combien toi? Au meilleur des meilleurs, j'ai été 15-4. Et Solide. ça remonte un peu, hein. Je te cache pas que là, j'ai quand même un peu perdu. Il faut que je m'y remette. Là, j'ai eu des petites blessures, ligaments croisés aussi. Donc voilà, il y a eu Carrière. Une carrière des qui petits coups s'est durs dans la carrière. Mais bon, moi, je sais que Tilden, il a tenu sa carrière jusqu'à 40 et quelques. Hein, donc je désespère pas. J'ai encore un peu de temps pour m'y remettre. Et le livre a été tiré à combien d'exemplaires? Alors là, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, l'éditeur me l'a pas dit. C'est un éditeur que je connaissais pas moi-même. Je pense qu'il a dû le tirer peut-être à 400-500 exemplaires pour démarrer, et puis avec évidemment des réimpressions si ça fonctionne. Bon, je mets le lien évidemment dans la description, que tout le monde puisse le commander. Il est facilement trouvable sur Amazon, j'imagine, non? Oui, oui, tu peux le commander effectivement sur le site de l'éditeur de MVO ou sur tous les sites de vente en ligne, hein, Fnac, etc., Amazon. Et ta routine d'écriture, c'était quoi? Parce que tu as un métier à côté, t'es entrepreneur, non, c'est pas ça, c'est pas ta boîte? Alors, moi, je travaille pour une coopérative d'agriculteurs biologiques dans la région francilienne. Oui, effectivement, donc j'ai un travail à côté parce que je ne pourrais pas vivre de ma plume, malheureusement. J'aimerais bien, je ne désespère pas. Ça va Comme venir, le ça va venir. tennis, hein, je vais m'y remettre. Mais non, aujourd'hui, c'est pas possible de pouvoir en vivre comme je le voudrais. Donc, j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps. J'ai une vie de famille aussi qui est assez prenante. Mais non, ma routine d'écriture, c'est que bah, comme je fais ça quand même depuis que j'ai 18 ans, j'ai instauré quand même une sorte de gymnastique un petit peu. Donc voilà, dès que j'ai un sujet et que j'ai la matière grise pour travailler ce sujet-là, je m'y attelle quand même. Aller toutes les semaines sur, si possible tous les jours, au moins une heure par jour, et puis le week-end à fond. Voilà. C'est quel ton Euh, moment de la journée où t'es prolifique là-dessus? Bah, moi, le matin, j'aime bien tôt le matin. Mais voilà, comme j'ai des enfants en bas âge, c'est pas toujours simple le matin. Ça commence tôt et je suis plus. Donc maintenant, c'est plutôt le soir, la nuit, quand tout le monde dort. Moi, voilà, de 22 heures à minuit, 1 heure du matin, je peux me pencher dessus pleinement et voilà, je vois pas le temps défiler. Donc c'est très prenant, mais c'est plaisant, c'est super plaisant. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir immense à écrire Tilden et c'est ça que j'aime dans l'écriture, c'est que je découvre effectivement des choses. Euh, Quand les lecteurs en plus apprécient, c'est flatteur et c'est gratifiant et ça motive, ça pousse à en écrire d'autres. Et je sais plus quel écrivain à succès donnait un peu ses recettes d'écriture. Il disait que sa version finale, c'était version 1, moins 10%. Parce que faut tailler un peu, quoi, tu vois. C'est ce que tu as fait à travers les relectures avec la maison d'édition ou ça s'est passé comment? Oui, alors souvent c'est ça, hein. Moi, quand je travaille un livre, etc., finalement, c'est beaucoup de découpes en fait, hein. On a l'impression que c'est du bricolage, mais en fait, on biffe, on réécrit, on corrige et en fait, on élague au fur et à mesure pour essayer d'être un peu moins pompeux, moins long et puis d'être plus concis et et plus direct en fait alors ça dépend un peu le style qu'on veut donner au livre aussi, hein, mais c'est vrai que souvent en fait quand j'écris tout sur papier, hein, donc j'écris tout à la main et en fait dans des carnets et donc je réécris ensuite je retranscris ensuite sur ordinateur et en fait je vois que l'ordinateur de nouveau je réécris des choses que j'avais pas écrites sur papier et puis et ainsi de suite et à la fin quand j'envoie à l'éditeur souvent, j'ai réimprimé déjà le texte une bonne dizaine de fois parce que je l'ai recorrigé, j'ai raccourci, etc. Donc, généralement, j'envoie une version qui est quasi finalisée. Et puis, bon, dans le cas de Tilden, MBO m'a dit non, non, c'est pas finalisé, il y a ça, on va. Et donc, page par page, on reprenait des choses sur lesquelles il voulait qu'on améliore un peu ou le style, ou voilà, il y avait des choses qui étaient liées à des erreurs peut-être
techniques, hein, littéraires techniques, et puis d'autres qui étaient plus liés à la compréhension de l'histoire, etc. Donc non, ouais, ça prend beaucoup de temps, mais effectivement, tu as raison. C'est que petit à petit, en fait, on a un corpus qui est très très large, et petit à petit, il va se réduire pour en faire quelque chose de... Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, on ait un texte qui soit, bah, qui se tienne hein, de long en long, quoi. C'est ça, le plus Il y a une important. personne qui t'a un peu mouché, à qui t'as parlé de Tilden et qui le connaissait vachement bien, c'est quelqu'un du milieu un peu connu, quoi. Honnêtement, pour l'instant, Ah, non. Il y a personne qui m'a. Il y a moi, mon oncle qui est un grand fan de tennis, et un grand lecteur, connaissait aussi de nom Tilden. Et quand je lui ai fait lire à l'époque le manuscrit, c'est vraiment la première personne à qui j'ai donné le manuscrit pour qu'il me dise un peu ce qu'il en pensait. Il a été assez enthousiaste et c'est vrai que du coup, il m'a dit, je me suis replongé un peu dans l'histoire du tennis parce que. Et, euh, et il m'a surpris parce que je me suis rendu compte qu'il avait quand même une bonne culture dessus. ah oui. Mais non, pas sur, en tout cas sur Tilden, pas vraiment. J'ai l'impression que j'ai quand même trouvé deux, trois articles de journalistes français, notamment un article d'un journaliste qui s'appelle Yannick Kochnet qui avait écrit dans Slate je te parle de ça, il y a 7 8 ans, qui avait écrit un très bel article assez fourni. Et puis j'étais tombé aussi sur un article d'un blogueur qui avait fait aussi un très long papier sur Tilden et j'étais très surpris de la qualité de l'article qu'il avait écrit et puis aussi de la recherche qu'il avait pu faire. Je lui avais d'ailleurs envoyé un exemplaire en disant que je m'étais inspiré entre autres de ce qu'il avait écrit. Il avait été assez touché. Il en avait parlé d'ailleurs dans son blog aussi. Voilà. Est-ce que ça fait peur de sortir un livre, de se foutre à poil un peu sur sa manière d'écrire, dévoiler un trait de ta personnalité, parce que tu pourrais rester dans ton job tranquille, machin. Tu prends aussi le risque de t'exposer en faisant ça. Ça fait flipper ou t'es confiant vis-à-vis de ça? Bah, en fait, ça fait peur au début, mais c'est vrai que dès que tu as l'aval d'un éditeur déjà, c'est-à-dire que tu as un regard d'un professionnel extérieur qui va conforter ton texte et qui va en plus t'aider à l'améliorer. Donc, c'est vrai que déjà, euh, ça renforce ta conviction que ce texte-là, il en vaut la peine et qu'il mérite d'être lu, quoi. Et puis, c'est vrai qu'après, tu as des retours un peu éparse. Comme je disais, dans le cercle familial ou de potes, au début, j'ai donné le manuscrit comme ça pour voir un peu quels pouvaient être les premiers Ta femme, retours, non? les sentiments. Comment? Ta femme, non? Ouais, bien sûr. Alors, ta femme, c'est ta première supportrice ou ça dépend? Oui, alors après, c'est pas à elle que j'ai donné tout de suite parce que je sais que le dernier que j'avais écrit, elle avait été un peu plus mitigée et je m'étais dit, bon, le tennis, elle aime pas trop. Je m'étais dit, je vais d'abord me lancer sur quelqu'un qui aime le tennis. Donc, je m'étais orienté vers mon oncle qui avait été très emballé. Et là, après, je me suis dit, allez, ok, je teste trois autres personnes qui ont des horizons et des affinités un peu différentes. Comme ça, je vais voir un peu quels sons de cloche j'ai. Et finalement, c'était assez, ils étaient tous plus ou moins enthousiastes. Donc, je me suis dit, allez, là, c'est que tiens le bon bout. Et puis, j'ai eu la réponse j'ai signé chez MVO, mais j'avais la réponse de deux autres éditeurs également qui étaient prêts à publier le livre. Donc, voilà, c'est vrai que ça motive et tu te dis que ça y est, tu tiens quelque chose enfin qui vaut le coup, quoi. Mais c'est sûr que bah, après, une fois qu'il est diffusé au grand public, bah, il faut accepter que les gens le lisent, l'aiment pas. Voilà, ça peut être dur un peu à encaisser. Donc, ceux que je connais, pour les amis, la famille, peut-être ils me diront jamais franchement ce qu'ils en ont pensé. Et quand ils aiment, ils me le disent. Et puis quand ils aiment moins, peut-être voilà, ils arrondissent un peu les angles. Et le roman dont tu parlais, que t'écris, t'en es où là? Il y a j'en suis encore loin, je suis encore loin du compte, je trouve. Voilà. Mais j'avais écrit deux autres textes auparavant et voilà, je sais que l'éditeur m'avait dit peut-être que il y en a un qui pourrait voir le jour, mais il voudrait déjà que celui-ci vive un petit peu. Aujourd'hui, je m'attelle aussi. C'est vrai que c'est compliqué parce que ce dont je me rendais pas compte, c'est que finalement, il est tout aussi difficile d'écrire le livre que de le promouvoir en fait. Et ça, je pensais pas que c'était aussi un gros travail, la promotion, essayer
donc voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'en discuter avec toi et que ça t'ait plu, mais oui, il faut essayer de le promouvoir un petit peu. Donc c'est ça, c'est chronophage comme, comme activité, hein. Ouais, moi, c'est vraiment tout naturel, vraiment. Enfin, quel bonheur. Je vous encourage vivement à vous plonger dans cette histoire. Quel bonheur, quel kiff. Je suis pas à l'abri de me replonger dedans dans quelques années, tu vois. Tellement, Bah, vraiment, écoute, c'était un vrai plaisir. Bravo pour ce boulot. merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? J'ai une dernière question, c'est quand on voit des Joël Dicker ou des mecs qui écrivent et qui vendent des dizaines de millions de livres, je sais pas combien ça peut chiffrer, des centaines de milliers au moins, voire voilà quelques Ouais, millions. ouais, clairement. C'est quoi? C'est des Djokovic d'écriture? C'est des planètes qui sont alignées? Tu le vois comment, toi qui es dans le game maintenant de... Il y a plusieurs facteurs. Effectivement, c'est aussi c'est sûrement des, je connais pas leur façon de travailler, mais c'est sûrement des Djokovic de l'écriture, hein. Ça, c'est une certitude. On peut pas arriver là sans travailler, sans retravailler ses textes. Après, il y a aussi une question de chance, hein. Clairement, à un moment, tu vas avoir le bon contact qui va t'ouvrir une porte et qui va diffuser un peu ton livre. Et puis, ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, j'avais vu cette statistique, c'était mon éditeur qui me l'avait donné, il m'avait dit qu'il y avait moins de 1% des auteurs qui vivaient de leur plume. Donc c'est vrai que quand je signe le contrat, je me dis, bon, ça va être compliqué de, de, de- d'être dans ce pourcentage-là. Mais donc effectivement, après, il faut avoir il y a une part de chance. Et puis après, il faut nourrir cette chance-là, hein. Des gens comme Dickens, ils en ont créé un qui ça a bien marché. Et puis ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont essayé de surfer sur la première vague qu'ils avaient réussi à créer pour nourrir un peu leur notoriété. Et puis ils se sont remis au travail pour en écrire un deuxième, puis un troisième. Et voilà, hein, mais même, mais c'est vrai que la difficulté aujourd'hui en littérature, c'est qu'on se rend compte que, je sais, il y a autour de entre 600 et 1000 livres par an qui sortent, notamment à la rentrée littéraire. Donc c'est énorme, hein, en termes de nombre d'écrivains et écrivaines dont les livres paraissent. Et en fait, de ceux dont on parle dans les médias, que ce soit à la radio, dans la presse papier ou à la télévision, ils sont très peu et c'est souvent toujours les mêmes. Donc c'est vrai que quand tu es un nouvel auteur, un primo-romancier, etc., c'est difficile de faire un petit peu sa place quand tu n'es pas dans une très grande maison d'édition qui, elle, a des atouts, des commerciaux pour essayer de diffuser, promouvoir un peu ton livre. Donc c'est vrai que MVO, par exemple, m'avait toujours dit, il va falloir que vous mettiez du vôtre pour essayer de pousser au maximum la promotion du livre, parce que nous, on n'est que deux et on va pas pouvoir tout faire. Mais il y a d'autres auteurs. Je vois Henri Lecomte, pareil, on avait fait un épisode de podcast sur son dernier livre. Ouais, je me souviens. Et ouah, l'énergie qu'il a déployée pour la promotion, justement, il a dû faire, je sais pas, une centaine de dédicaces, tu vois. Ah Et ouais, ouais, non, mais c'est énorme, hein. je Et suis c'est un Henri peu... Lecomte, donc en plus, il a déjà un petit nom, tu vois, et Ouais, dans le voilà. milieu, il est un peu connu. Donc, il faut se dire que même des gens comme ça qui ont pourtant déjà des facilités ou un petit piédestal sur lequel ils peuvent grimper, bah, pourtant, même pour eux, c'est pas simple, c'est sûr. Non, c'est compliqué. Ça marche comment pour organiser une dédicace, par exemple? Parce que lui, je le voyais, il prenait sa caisse, il se déplaçait lui-même, il communiquait un peu lui-même et tout. Ça a l'air très artisanal, tout ça, quoi. Ah ben, ça l'est, c'est extrêmement artisanal. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas énormément de temps de le faire parce que il faut écrire, il faut promouvoir son livre, il faut aussi avoir le temps de le promouvoir, etc. Ne serait-ce que de la recherche pour promouvoir le livre, donc savoir à qui je vais, vers qui je m'oriente, auprès de qui je m'adresse, etc. Donc évidemment, moi, Tilden, il y a le côté tennis, hein, qui est très prégnant dans l'histoire. Donc forcément, je me suis orienté vers des amateurs de sport et de tennis en particulier. Mais c'est vrai que ça reste très artisanal, hein. Il faut toquer à la porte du libraire en lui disant, bah, écoutez, j'ai publié mon livre. Est-ce que ça vous intéresse? Je vous envoie un exemplaire, vous le lisez, si ça vous plaît, on peut faire une dédicace. Et puis il y en a beaucoup qui vous disent non. Donc non, c'est pas simple. Après, il y a des salons, mais pareil, Il y avait, il faut essayer d'avoir toutes les cordes possibles à son arc, quoi. Et puis faut tirer un peu partout. il y avait on en parlait en off, la Pro A, la Pro B, là. Je crois que comme tu es en région parisienne, c'est TCBB Boulogne-Billancourt qui est hyper investi. Ouais. Tu aurais pu organiser une séance de dédicace là, mais ça veut dire acheter toi-même les bouquins et les vendre sur place, non, c'est pas ça? Ça peut être
comme ça peut, alors après, c'est avec l'éditeur, faut voir, mais oui, ça peut se faire comme ça. L'éditeur peut aussi en apporter lui-même, etc. C'est vrai que quand c'est pas des librairies ou des structures de vente de livres habituelles, ben, effectivement, la façon d'organiser ça se fait un peu différemment, mais oui, j'aurais pu, hein, j'y ai pensé de toute façon, dans les clubs de tennis, dans les tournois, voilà, mais c'est vrai que il faut aussi que ça soit le bon moment. Les gens qui vont là-bas, c'est pas forcément pour lire un livre, c'est plutôt pour assister à un match qui va être génial. Donc, faut savoir être là au bon moment sans brusquer les gens, sans avoir l'impression de les importuner. Enfin, voilà. Non, c'est pas simple, mais bon, je m'y attelle, je désespère pas. Et puis, je me dis que voilà, s'il plaît, peut-être que les gens vont en parler, vont vouloir l'offrir, et ainsi de suite, hein. Bon, bah, il n'y a pas de raison. En tout cas, félicitations. Je me souviens que l'épisode qu'on a fait avec Cyril Ravi sur la tactique, suite à cet épisode de podcast, son livre est passé top 10 des ventes Amazon des livres sportifs. Donc, Wow. incroyable. Je crois que c'est un classement hebdomadaire, hein, donc sur peut-être une semaine ou deux. Bref, il était ravi. Bah ouais, bah alors je touche du bois là, tu me laisses espérer, tu me laisses Donc, rêver. on va le chercher, Diego. En tout cas, félicitations. Merci de me l'avoir envoyé. Et Je t'en puis, prie, merci à toi. on est en contact. Quand tu reviens à Chantaco, on va faire un petit tennis. Exactement. Et puis merci pour l'émission. Tennis Légende, c'est quand même super, donc continuez. Merci, à Merci bientôt. Max, à très bientôt. Ciao, ciao.